Et notamment, son premier droit, c'est, à l'époque, c'est au pays du suffrage universel, chaque ouvrier doit savoir lire et écrire. Et cette revendication, présentée comme telle, va être perçue par le comte de Falloux comme un danger mortel. Et d'ailleurs, il dit les insurgés de juin 48, n'étaient pas des ignorants. Ils avaient reçu cette fameuse instruction primaire que l'on nous donne aujourd'hui comme remède à tous les maux de la société. Autrement dit, les meneurs, c'est ceux à qui on avait, sous Guizot, commencé à apprendre à lire. On s'aperçoit à travers ce balayage de 3 révolutions que les révolutions, c'est du temps concentré. Les révolutions, en quelques semaines, en quelques mois, font un travail extraordinaire. La révolution française, c'est à peine 10 années utiles. La révolution de 1830, c'est quelques mois. La révolution de 1848 aussi. Et ce sont ces révolutions qui vont jeter les bases. La révolution de 1848, c'est d'abord le projet Carnot, qui est un projet de généralisation d'une école publique, pas encore laïque d'ailleurs, ni obligatoire, et obligé. Mais c'est le projet Falloux qui va l'emporter, mais pour que le projet Falloux l'emporte, il va falloir la contre-révolution. Et le projet Falloux, c'est la remise aux commandes sur la base de la trouille qu'avait eu la bourgeoisie de la révolution de 48, c'est de reconfier l'intégralité de l'école au clergé. Mais pas dans n'importe quelle condition. Il y a un débat à l'époque. Ce débat, parce qu'en 1831, la Belgique est devenue indépendante. Et dans des conditions, en Belgique, il n'y a pas eu de révolution française, sauf une partie qu'elle a été un peu exportée en Wallonie, mais dans des conditions très contestables par ailleurs. Et l'État belge, la monarchie belge, est née d'un compromis entre la bourgeoisie flamande et la bourgeoisie wallonne, qui ont décidé que ça serait une monarchie, parce que le roi, c'est quelqu'un qui doit être placé au-dessus des partis en présence, et donc ça c'est toujours utile quand on n'a pas d'unité. D'ailleurs, on est allé chercher un roi à l'époque, il était en Grèce, le gars, il était au soleil, et on lui a dit, vous allez devenir roi de Belgique. Il dit, oh non, moi je ne veux pas. Et puis on a insisté. Il a dit, bon, alors je veux bien, mais je veux continuer à habiter en Grèce. Il dit, non, non, ça ne le fait pas. Et il a été obligé de revenir dans les brumes du Nord de mauvais gré. Mais sur le plan clérical, le Vatican a directement participé, a donné son accord à l'indépendance de la Belgique, en échange de quoi il a eu la liberté totale de l'enseignement en Belgique. C'est pour ça qu'en Belgique, aujourd'hui encore, 60% des enfants sont scolarisés dans l'enseignement catholique. Mais ça a eu une autre conséquence. C'est que la liberté totale qu'il y a eu en Belgique, parce qu'il n'y avait pas de danger de révolution, on n'a pas voulu la faire en France. Parce que la révolution, en Belgique, la liberté totale, ça a donné aussi le fait qu'il y a eu en face une partie de la bourgeoisie éclairée libérale, en particulier autour de la franc-maçonnerie, qui a créé son propre réseau scolaire et qui a créé notamment l'Université libre de Bruxelles et toutes ses extensions à travers tout le pays, qui a constitué un système laïque d'éducation en face de celui de l'Église. Et on se disait, en Belgique, c'est encore tolérable tout ça. En France, c'est trop dangereux. Parce qu'en France, il y a une révolutionnité aiguë, et si on leur fait ça, l'instruction publique va avoir comme conséquence d'encourager la subversion. Donc, faisons de l'Église le maître d'œuvre de la politique scolaire, c'est ça la loi Falloux, mais faisons-le intelligemment en gardant l'université napoléonienne et en mettant l'Église catholique à la tête de l'université napoléonienne. Et le système de la loi Falloux, c'est ça. C'est le fait que l'Église catholique va être remise aux commandes partout, mais dans le cadre de l'université d'État, c'est-à-dire avec malgré tout un bordage par l'État de Napoléon III. C'est
si vrai que lorsque politiquement l'État de Napoléon III va commencer à se déliter et que Napoléon III va chercher à retrouver une base sociale dans les années à partir de 1864 par là, il va faire appel à des hommes éclairés comme Victor Duruy qui vont, eux, dans le cadre qui est le leur, apporter le maximum de développement à l'école publique, si bien que l'école de Guizot va commencer à s'épanouir vers la fin du Deuxième Empire, et que les problèmes auxquels va être confronté après la Commune de Paris, parce qu'on a une autre révolution de la République française, vont être posés. Il suffira dès lors, et il faudra le faire, d'expulser le Parti noir de ses positions pour instaurer le système que nous connaissons actuellement. Et la Commune de Paris, en quelques semaines, a fondé, a énoncé les principes. C'est-à-dire qu'elle a dit les écoles normales, elle a dit la laïcité, et elle a dit l'obligation et la gratuité. C'est en cela, hier comme aujourd'hui, que tient l'existence de l'école publique. Il y a des pays où il n'y a plus d'école publique, vous savez. Alors, Somalie, il n'y a plus d'école publique. Il n'y a même plus que 17 écoles primaires. C'est-à-dire que la disparition de l'école publique, les 17 écoles primaires sont des écoles musulmanes. Hein, les 17 écoles publiques qui restent sont le produit de l'effondrement de l'État et de la République, en l'occurrence. Autrement dit, nous ne sommes pas à l'abri d'un retour de la barbarie si nous lâchons sur la question de l'école. Et je voudrais, de ce point de vue-là, donner les éléments concernant ces lois de 81 et 86. C'est assez impressionnant. D'abord, ça ne s'est pas fait tout seul. D'une part, il y a eu toutes les municipalités qui ont profité de la période précédente, qui avaient profité pour mettre des cadres. Par exemple, on a 4 millions d'enfants scolarisés en 1850 et on en a 5 600 000 en 1880, donc à la veille des Grandes Lois. Il y a à l'époque 600 000 enfants qui ne fréquentent aucune école, et dans les 5 600 000 qui restent, il y en a beaucoup qui la fréquentent de façon très intermittente. Par exemple, dans les arrondissements ruraux de Haute-Garonne, 25% des enfants ne fréquentaient pas l'école, et au moins autant n'y allaient que par intermittence, quand il n'y avait rien d'autre à faire, à une France rurale, à la ferme. Donc l'instruction obligatoire, jusqu'à 13 ans, a constitué une première rupture décisive. Deuxième élément, on a commencé, à partir de là, c'était une vieille discussion, à faire cette instruction systématiquement en français pour favoriser la communication entre tous les gens du pays. Après 1870, on trouve encore de nombreux élus locaux qui ont participé au débat de la Révolution de 48 et qui vont se retrouver aux affaires, parce qu'il y avait dans le projet Carnot de 1848 déjà cette idée de la gratuité. Et puis enfin, on va mettre effectivement en œuvre ce qui était déjà inclus dans le loi Guizot, c'est-à-dire les écoles primaires supérieures, auxquelles j'accorde une importance particulière, parce que ça va être, pendant toute la période qui suit, un facteur de promotion considérable et de démultiplication de ce qu'a fait l'école primaire et de ce qu'ont fait les hussards noirs de la République. Alors, une figure de cette époque-là, qui s'appelle Ferdinand Buisson. Je voudrais citer sur Ferdinand Buisson, dans le prochain numéro de La Raison, il faut faire un peu de pub pour les publications de La Raison, qui est le mensuel de la vie pensée, le dossier central est réservé à Ferdinand Buisson, Histoire de l'homme république. Et Ferdinand Buisson reflète bien l'histoire de cette période. Il est protestant. Il a dû, pendant le Second Empire, se réfugier en Suisse.
à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. Et à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'une part, ce sont des gens qui viennent de faire une révolution qui, elle, il n'y a pas eu de contre-révolution, puisque les loges maçonniques du Jura français et celles du canton de Neuchâtel se sont réunies pour faire une révolution contre l'Empire prussien, ont installé une république avec le soutien populaire, et que ça donne donc un grand climat de liberté dans ce petit coin de Suisse, et un grand climat de liberté dans lequel il y a en même temps une forte présence industrielle horlogère, et où de nombreux immigrés italiens, en particulier,